Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. C'est un coup de tonnerre dans le monde politique. Édition spéciale ce soir après les aveux de Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Les socialistes se disent abasourdis et choqués. L'Élysée parle d'une impardonnable faute morale. Je n'avais aucune raison de ne pas le croire, affirme ce soir Jean-Marc Ayrault. François Bayrou craint des dégâts dévastateurs pour le monde politique. La droite met en cause le sommet de l'État et annonce la fin de la gauche morale. Et donneuse de leçons, de nombreux invités politiques et des éditorialistes sont en notre compagnie ce soir pour réagir et commenter cette affaire hors norme. Voilà pour le programme de votre 22h ce soir. Merci d'être en notre compagnie. Après avoir soutenu le contraire à maintes reprises sur les réseaux sociaux, à l'Assemblée nationale et même les yeux dans les yeux au président de la République, Jérôme Cahuzac a finalement reconnu cet après-midi qu'il détenait bien un compte bancaire à l'étranger depuis 20 ans. Retour sur cette journée de rebondissement avec Sandra Cerquera. Il dit être dévasté par les remords et demande pardon pour une faute inqualifiable. Après avoir été entendu cet après-midi à sa demande pendant 1h30 au tribunal de grande instance de Paris, Jérôme Cahuzac passe aux aveux sur son blog et demande pardon au gouvernement et à sa famille. L'ancien ministre du Budget a bien possédé un compte bancaire à l'étranger pendant 20 ans. En plus d'un compte chez UBS en Suisse, fermé à la fin des années 2000, Jérôme Cahuzac a avoué qu'il était toujours titulaire d'un compte de 600 000 € à Singapour. Somme qui, selon un témoin auditionné pendant l'enquête préliminaire, proviendrait de laboratoires pharmaceutiques. Compte qu'il détient toujours donc, contrairement à ce qu'il a catégoriquement nié jusque-là. À maintes reprises, sur les réseaux sociaux, les yeux dans les yeux au président de la République et même à l'Assemblée nationale. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Lors de sa démission, l'ancien ministre avait également réaffirmé son innocence. Après ses aveux, Jérôme Cahuzac a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et on écoute la réaction du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, invité du 20h de France 2 ce soir. Il évoque une trahison. Écoutez-le. J'ai eu un échange avec lui pour lui dire qu'il nous avait trahis. Vous lui avez dit de vive voix? Oui, je lui ai dit qu'il avait menti. Et que pour nous, c'était quelque chose de profondément choquant. Comment a-t-il réagi à cette Il a reconnu qu'il avait menti, qu'il avait fait une faute grave et qu'il a décidé d'assumer toutes ses responsabilités. Mais je crois vraiment que cette vérité, que maintenant tout le monde connaît, est profondément cruelle. Parce que moi, je dois vous dire que je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Comme le président de la République, comme les membres du gouvernement, comme les députés à l'Assemblée nationale. Parce que lorsque Jérôme Cahuzac, et vous l'avez repassé sur votre antenne, dit devant les députés, l'Assemblée nationale, non monsieur, je n'ai jamais eu de compte, ni aujourd'hui, ni hier, à l'étranger. Devant les députés, devant la représentation nationale, il y a quelque chose de solennel. Donc après ça, à partir du moment où je n'ai aucun élément d'information, quelles seraient les raisons de ne pas le croire? Et donc jusqu'au bout, Jérôme Cahuzac a menti. C'est particulièrement grave, surtout quand on exerce des responsabilités publiques, politiques, car que plus que tout autre citoyen, on a le devoir de l'exemplarité et de la vérité et du respect de la loi. Et je vous présente nos invités politiques ce soir. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes sénateur UMP de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Parti Socialiste, sénatrice de l'Oise. Avec nous également François Calfon, bonsoir. Secrétaire national du PS, également en charge des études d'opinion. Alors, messieurs, madame, nous sommes plus de 5 heures après les révélations, les aveux de Jérôme Cahuzac. Passé le choc, quelles sont pour chacun d'entre vous les premières conséquences de ce coup de tonnerre? Philippe Dallier.
Oh bah écoutez, on verra, mais je crois que pour toute la classe politique, c'est vraiment une nouvelle désastreuse. Je pense qu'on a déjà commencé à entendre les tenants du tous pourri s'exprimer sur cette affaire, et c'est d'abord à cela que je pense. Bon, Jérôme Cahuzac a pris ses responsabilités bien tardivement. Ceci étant dit, les dégâts sont faits. Les dégâts sont faits pour le gouvernement, c'est certain, et pour la majorité, mais plus largement, c'est toute la classe politique qui ce soir est atteinte. Et ça, je pense qu'il faut que nous l'ayons en tête, parce que on entend bien à l'extrême droite et à la gauche de la gauche, certains s'exprimer, réclamant un renouvellement des têtes, réclamant un tas de choses. On connaît ce discours, et c'est d'abord à ça que je pense ce soir. Laurence Rossignol, est-ce qu'il y a, selon vous, l'histoire, l'affaire d'un homme qui, de mensonge en mensonge, a trahi tout le monde, s'est en tout cas enfermé dans sa logique mensongère, ou est-ce qu'il y a une négligence, un manque de vigilance au sommet de l'État? Écoutez, c'est l'affaire d'un homme qui s'est enferré dans le mensonge. Il a toujours eu le choix de ne pas choisir le mensonge. Comment vouliez-vous que le gouvernement, le président de la République, puisse aller au-delà, d'une part, de ce que son ministre lui disait, lui affirmait avec conviction, mais pas simplement à lui, devant la représentation nationale, partout, donc il mentait à tout le monde. Et en matière de vérité, il n'y a que la justice qui puisse participer à sa manifestation, ou alors l'auteur lui-même, par ses aveux. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Le président de la République a été très rapide. Dès lors qu'une instruction a été ouverte, on n'a pas attendu la mise en examen, comme on avait pu le voir déjà. On a immédiatement, le président de la République a demandé sa démission, et ça a duré 2 heures. Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre et de mieux, d'autant que Mediapart a fait un travail de journaliste qui s'est avéré être un travail juste, mais on ne peut pas condamner un homme uniquement sur la foi d'une enquête. Il n'y a que les juges. Il faut que chacun puisse faire bien son travail. Les journalistes enquêtent, mais les juges disent où est la vérité et où est la culpabilité. François Calfon, certains, les socialistes se disent ce soir, mais en quoi le gouvernement est-il concerné? Comment pouvait-il savoir? Et d'autres se demandent, est-ce que François Hollande n'a pas sous-estimé l'affaire Cahuzac? Ça a été dit, c'est une affaire privée. Ça, c'est une réalité du mensonge d'un homme qui en est sorti aujourd'hui pour assurer sa défense. Et il faut toujours saluer ceux qui sortent du mensonge, même si c'est difficile, aux conséquences publiques. Ça a été dit par vous-même, par Laurence Rossignol, et il nous faudra les assumer collectivement. Mais dans une affaire comme ça, autant il y a quelque chose qui est tragique, à la fois dans son comportement et ses conséquences publiques, autant il faut que nous, responsables politiques, dans une telle situation, nous n'adoptions pas... Vous dites il faut raison garder, mais vous avez dit privé, pourtant il y a eu mensonge, et il n'y a pas eu mensonge, injure, mais ni Jean-Marc Ayrault, ni aucun parlementaire, ni aucun adhérent socialiste n'était, à ce que je sache, de cette affaire. Et Laurence Rossignol a bien fait de préciser que c'était au juge d'instruire, c'est pas aux citoyens lambda, ne concerne directement ou indirectement le Parti socialiste. Il s'agit d'une affaire privée à ce stade. Et je disais simplement une chose, c'est qu'il faut que nous adoptions un comportement responsable, car il ne faut pas que nous ajoutions l'irresponsabilité par des mots, par une sorte d'alimentation d'une supposée crise politique à un drame personnel aux conséquences publiques que je ne mésestime pas, mais je crois que le président de la République a été tout à fait net, Jean-Marc Ayrault également, et Laurence Rossignol, à l'instant même porte-parole du Parti socialiste, n'a pas fait dans la demi-mesure. Quant à votre discours, je l'ai trouvé plutôt responsable, mais peut-être... Ceci étant dit, il faudrait peut-être que vous n'en fassiez pas trop non plus dans l'autre sens, parce qu'une affaire privée, pour les Français et dans leur immense majorité, c'est d'abord une affaire politique. Il s'agit d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions, c'est quand même ça le plus grave. S'il avait été ministre de l'Environnement, c'était pas moins grave d'avoir effectivement un compte dissimulé en Suisse. Mais ceci étant dit, c'était le ministre du Budget, celui qui devait effectivement mener la chasse à la fraude fiscale, celui qui demande des efforts impressionnant à nos concitoyens, et donc tout cela, et bien évidemment... Il est sorti de ce gouvernement. Il est sorti de ce gouvernement. Heureusement, et mais je crois que les mots ont été absolument clairs. Le seul sujet, c'est celui que M. Philippot ose, c'est de dire la chose suivante, c'est François Hollande était au courant. Eh bien moi je pense que François Hollande, ni Jean-Marc Ayrault n'était au courant de cette affaire. Je n'en sais rien du tout, mais si vous essayez effectivement de terminer cette affaire en disant c'est une affaire privée, à mon avis, excusez-moi, c'est un peu court. Il va falloir maintenant... Aux conséquences politiques, mais c'est quand même une affaire politique. Regarde peut-être Laurence Rossignol, parce qu'il y avait aussi cette promesse. Que les personnalités publiques n'ont plus de vie privée, n'ont pas de vie privée. C'est-à-dire que c'est très difficile dès lors qu'on commet un acte illégal, et c'est le cas en l'espèce,
dès lors qu'on est une personnalité publique, on a une responsabilité qui est plus grande parce qu'il y a un devoir d'exemplarité, de sincérité qui pèse sur nous, qui est bien plus lourd que celui qui pèse sur tous les citoyens puisque nous les représentons. Et donc c'est clair que François Calfon a raison de dire que c'est des actes commis dans le cadre de sa vie privée, mais le fait que ce soit une personnalité publique déprivatise un peu, en effet, ces actes-là. C'est ce que a dit Philippe Baylet, c'était le ministre du Budget, père de la rigueur, qui demandait des efforts aux Français dans un moment qui est très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances aggravantes par la fonction qu'il occupait et qu'il a acceptée en connaissance de cause, mais selon vous? Quand bien même, je vous répondrai que oui. Et il a démissionné, il a fait des aveux, il est mis en examen, il va aller devant la justice. On pourrait toujours trouver ici qu'il y a des circonstances aggravantes, ça ne change pas grand-chose à ce qui peut se passer aujourd'hui. Il faut répondre oui. Il faut répondre oui parce qu'il ne faut pas donner le sentiment à nos concitoyens qu'effectivement on essaye d'atténuer ou trouver les circonstances atténuantes. Comment vous dire, on était abasourdi, on est un peu en état de sidération parce qu'on est choqué parce qu'on mesure les conséquences collectives qui vont bien au-delà de nos rangs, bien entendu. Et en même temps, on a un peu de colère. Moi, je suis assez en colère, je le dis très, très clairement, et je comprendrais que des citoyens le soient. Parce qu'effectivement, il y a là quelque chose d'une forme de schizophrénie qui est, de sa part, qui est juste pas acceptable. Et donc, c'est déjà pas facile. Le gouvernement affronte une période particulièrement difficile, doit prendre des mesures difficiles, et l'un des siens, l'un des nôtres, chute. Et je vais faire une parenthèse quand même ce soir. On va rappeler, et c'est lui qui le dit, je suis un homme rongé, dévasté par les remords. C'est un homme à terre. Quand il y a quelqu'un à terre, les charognards aussi viendront le piétiner. Est-ce que selon vous, est-ce que vous pouvez concevoir qu'il peut être victime du passé dont il n'a pas pu se défaire, ou est-ce qu'il n'y a aucune circonstance atténuante ce soir et aucun pardon possible ? Non mais attendez, moi je ne suis pas le juge, et aucun d'entre nous n'est le juge, et les supputations sur le pourquoi du comment il en est arrivé là, moi je me tiens simplement aux faits. Les faits, il a reconnu ce qui lui était reproché. Le président de la République avait demandé sa démission dans les 2 heures qu'on suivit l'ouverture d'une instruction. Ça, c'est les faits. Après, la psychologie et puis tout ce qui peut être de l'histoire antérieure, passé antérieur. Il est balayé ce soir pour vous, l'homme. Mais c'est surtout que ce n'est pas mon sujet, c'est le sujet du juge. Ceci étant dit, il faut que la justice aille vraiment au bout de l'affaire. Il faut savoir ce qu'est cet argent. Si effectivement c'est de la dissimulation de revenus en France, ça n'est pas acceptable, mais c'est une chose. S'il s'avérait que dans des fonctions antérieures, ce soit des laboratoires pharmaceutiques qui effectivement rémunéraient quelqu'un qui travaillait dans un ministère, alors là c'est encore autre chose. Vous savez, on a beaucoup parlé, et il faut que tous les parlementaires remettent ce sujet-là sur la table. On a parlé des conflits d'intérêts, on nous demande de faire des déclarations, tout ça c'est très bien, mais je crois qu'il faut vraiment solder le passé, et il faut que nos concitoyens aient la garantie... Vous faites, monsieur Une chose et un peu son contraire. Non, attendez, laissez terminer sa phrase, je vous laisse répondre. Un peu comme ça au dégoûté. Vous rajoutez l'huile sur le feu. Je dis si vous craignez comme nous la montée des populismes, alors adoptez ce soir un comportement responsable. Il veut que la justice aille à son terme. Au bout d'une logique que nous avons engagée en matière de conflit d'intérêts, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que nous ne sommes pas allés au bout. Mais vous et là-dessus, je pense que nous pourrions être tous d'accord. C'est comme pour un ancien président de la République qui souhaite peut-être revenir en politique. Attendez, on ne va pas mélanger toutes les affaires. Non, mais qui réfléchit au fait de travailler pour un fonds François Qatar. Calfon. Vous verrez s'il décide de le faire ou pas. Puisqu'on a un débat serein, on peut avoir un débat serein. Le débat est ouvert. François Calfon, quand une affaire comme celle-ci éclate, est-ce que vous vous dites la République est touchée, elle est malade, ou est-ce que vous dites, eh bien finalement, elle montre toute sa vitalité en mettant en examen un ancien ministre qui était très en vue? Elle est évidemment touchée. Il y a une crise politique majeure. De plus en plus, la politique se fait dans les prétoires et pas simplement à l'occasion de cette histoire. Il faut que nous recouvrions une certaine dignité collective. Et je le dis aussi très nettement, parce que mes propos peuvent peut-être être sujet à interprétation. La justice doit faire son travail. La justice doit aller au bout sur l'ensemble des aspects de l'affaire Cahuzac. Maintenant, parce que c'est ça la seule question, est-ce que le président savait, est-ce que le Premier ministre savait, est-ce que le Parti socialiste savait? La réponse est non, 3 fois non. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose de bien, et il faut le dire aux Français, et c'est Édouard Perrin qui l'a dit lui-même. Donc il a noté qu'il saluait la manière dont la justice avait pu, sur cette affaire-là, travailler en toute indépendance, sans pression, et avec la rapidité qu'on attendait d'elle, et il faisait remarquer que ce n'était pas acquis tout le temps,
en toutes et circonstances. Et Plenel qui va devenir le héros de la gauche? Oui, enfin, peut-être pas encore quand même. Non. C'est un journaliste. Il y a de la marge, il y a des marges de progrès. Laurence Rossignol, après le scepticisme quand même provoqué par l'émission télévisée de François Hollande, l'équipe gouvernementale voulait se mettre au calme, au travail. C'est un avis de grosse tempête qui dure. Comment vous allez gérer tout cela? C'est une bombe à fragmentation. Est-ce que vous pouvez maîtriser les conséquences de cette affaire ce soir? Écoutez, il va falloir raccommoder. Non, mais il va falloir raccommoder la confiance qui était déjà fort érodée. Parce que, enfin, on parle de l'affaire Cahuzac aujourd'hui, celle de la journée, mais ça fait quand même quelques semaines qu'on est dans une séquence un peu compliquée quand même, et que le point de vue des Français sur les responsables politiques est tous les jours réalimenté par une nouvelle mise en examen, une nouvelle instruction, des aveux. Franchement, on est tous collectivement, si ce n'est responsable, du moins engagés dans le fait de redonner au débat politique son vrai sujet, confrontation sur les projets pour la France, analyse de la crise dans laquelle nous sommes, mesures que nous proposons, bilan des autres et projet des uns. Et il faut revenir à ça, et il faut quand même qu'on ait un peu le sens commun de la République aujourd'hui, parce que il faut faire très attention. Je peux finir, monsieur Dallier. J'ai fini après. Oui. Vous trouvez? Oui. Allez-y, allez-y. Je finis ma phrase après. Laurence Rossignol, on a du temps pour la conclusion de Philippe Dallier. Juste pour dire que dans cette affaire, il faut qu'on fasse attention, parce que à ne pas alimenter en même temps les extrêmes, en donnant l'impression que nous serions, vous et nous sommes toutes, un peu d'accord pour passer ça. Oui, Laurence, voilà. Mais le cocktail est là. Voilà. Mais il faut qu'on ait le débat sur les vrais sujets. Et défiance des élites. Ayons le débat sur les vrais sujets, mais le vrai problème de ce gouvernement, c'est le décalage entre les promesses de la campagne électorale et la politique qu'il conduit aujourd'hui. Il est là le vrai problème. En 2007, Nicolas Sarkozy promettait aussi une République irréprochable. Mais on peut remonter en 95, nous avions quelque part un peu commis les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, la crise est beaucoup plus grave. Le gouvernement actuel essaie de gérer les choses à sa manière, mais le vrai problème, ce sont les promesses de François Hollande qu'il est incapable de tenir, et une situation qui se dégrade, et la perte de confiance de l'électorat du Parti Socialiste, et plus généralement des Français, parce que les sondages ne sont bons pour personne. Je crois que dans l'Oise, dans l'Oise, on pourrait effectivement regarder les résultats et s'en inquiéter les uns et les autres. La perte de confiance globale, elle tient aussi au fait qu'effectivement, beaucoup de promesses ont été faites. Vous faites le même constat, il y aura un sursaut d'exemplarité. Je pense que, je suis pas sur l'exemplarité, ou en tous les cas sur l'exemplarité en termes d'analyse de la situation et en termes de vérité. Il faut avoir le courage de dire aux Français la vérité, arrêter de leur promettre des lendemains qui chantent alors qu'on n'est pas certain de pouvoir les tenir. Je vous pose une dernière question collégiale. François Calfon, quelles sont, selon vous, quelles seront les leçons politiques, morale, sociale de l'affaire Cahuzac? C'est exactement ce que je dis en guise de conclusion. On parle simplement de la classe politique. Mais si vous regardez 2 enquêtes du CEVIPOF, la classe journalistique est rentrée dans la même défiance, et y compris sur les enquêtes par rapport à l'indépendance des juges. Il y a eu 2 enquêtes, une qui est parue il y a une semaine à propos du juge d'instruction nommé sur Nicolas Sarkozy, et une sur l'affaire Cahuzac. À sa démission, eh bien les juges ne sont pas perçus comme plus indépendants. Donc c'est bien à l'ensemble des institutions d'avoir une sorte de sursaut moral, et puis par ailleurs de faire ce que Laurence Rossignol nous invite à faire, c'est-à-dire à la fois identifier les vrais problèmes et aussi porter vigoureusement les solutions. Aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, mobilisation générale. Les leçons, Laurence Rossignol, pour vous, de ce qui s'est passé aujourd'hui? On ne pourra se relever le dialogue avec les Français que si on leur restitue l'idée que le politique n'est pas impuissant. Et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu. Vous avez du travail, donc, tous, collectivement. On a du travail collectivement, effectivement, mais je crois qu'il n'est pas impuissant. Philippe Dallier aussi, la leçon? Écoutez, moi je suis inquiet pour la République. Voilà, je suis un républicain acharné et j'ai mal à la République. Voilà. Ce soir, la question c'est pas de savoir qui gagne ou qui perd, si c'est la gauche ou la droite, si ce sont les journalistes ou les élus. Je pense que ce soir, le spectacle qui est donné aux Français est assez terrible et j'espère qu'on s'en remettra. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci à vous d'avoir réagi à cette actualité. On va écouter à présent de nombreuses réactions politiques. À gauche, c'est la stupéfaction, vous l'avez vu encore ce soir. Et puis la droite attaque le tout au micro de Sandra Cerqueira et Cécile Sixou. Les bras m'en tombent. Je ne peux pas penser que la parole d'un ministre puisse être remise en cause et fausse. Donc c'est très difficile à admettre. Des déclarations qui ont été solennelles devant le président de la République et l'Assemblée nationale, et en fait elles n'étaient pas exactes, elles étaient fausses. Donc c'est très difficile. Je trouve ça difficile. C'est un rude coup pour la parole publique en général.
C'est un sale coup pour la démocratie, c'est ça qui est le plus triste. Alors le fait qu'il l'ait reconnu aujourd'hui, il a bien fait de le reconnaître, mais c'est un peu tard, quoi. Il n'aurait pas dû accepter la fonction ministérielle quand elle lui a été proposée, et il aurait dû, dès que les Mediapart en a fait état, effectivement démissionner. Je crois que ça aurait facilité les choses et ça aurait évité entre guillemets le tous pourri. Il va de soi que le président de la République n'était pas au courant. Enfin, le président de la République, où il est masochiste, et il s'entoure effectivement de personnes dont il sait qu'ils vont être mis en examen dans les semaines qui suivent, ou bien évidemment il ne peut pas être au courant de tout. Ça peut arriver à n'importe quel président de la République que de choisir une personne qui lui cache une partie de la vérité. Comment peut-on imaginer que le président de la République n'était pas au courant quand vous savez que la moindre secrétaire d'un cabinet ministériel a une enquête de personnalité très détaillée et très fouillée? Comment le président ou le Premier ministre ne savait-il pas que M. Cahuzac avait cela? Mais c'est une affaire où la représentation nationale a été trompée. C'est une affaire dont le peuple français a été trompé. Et je crois que c'est aux parlementaires de réagir et de faire en sorte que la Cour de justice de la République soit saisie. Et il a le droit encore à la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce compte? Qu'est-ce qu'il faisait avec ce compte? À quoi servait ce compte? Et le fait qu'il ait eu un compte, c'est pas un crime, mais qu'est-ce qu'il en faisait? Et notre journaliste Caroline Deschamps nous a rejoint. Bonsoir Caroline. Bonsoir, spécialiste Sonia. des réseaux sociaux. Les aveux de Jérôme Cahuzac ont été des aveux 2.0. Exactement, Sonia. C'est donc sur son blog, après avoir vu les juges, que Jérôme Cahuzac a choisi de reconnaître qu'il détenait depuis 20 ans un compte à l'étranger. Il demande donc pardon par voie électronique. Une déclaration courte dont certains sur le web devinent la patte du communicant Stéphane Fuchs, mais en tout cas qui fait tâche avec les dénégations de l'ancien ministre dans les différents médias. Des vidéos qui étaient également sur son blog cet après-midi et qui ont été expurgées depuis. Alors un billet de blog qui a bien sûr fait l'effet d'une bombe et les réactions se sont enchaînées à un rythme effréné sur les réseaux sociaux. À la gauche de la gauche, on n'use pas de moyens de fortune, on y va à la machette numérique. Le sénateur et secrétaire national du PC, Pierre-Laurent, s'insurge sur Twitter. Le fric, l'arrogance, le mensonge, tout ce qu'il faut bannir en politique. De son côté, François Delapierre, le secrétaire national du parti de gauche, ironise acerbe, je cite, « Appliquons un choc de simplification. Cahuzac est un salopard ». Jean-Luc Mélenchon va plus loin et lui se demande où s'arrête la chaîne du mensonge, qui savait et n'a rien dit, s'interroge-t-il. Une rhétorique qui est assez proche de celle de la droite. Le député UMP Sébastien Huyghe évoque une affaire d'État et s'interroge depuis quand François Hollande savait que Cahuzac mentait. De même, Éric Ciotti tweet « La question se pose désormais de savoir si Hollande et héros ont voulu protéger Cahuzac ». Alors au centre, Hervé Morin considère qu'il a été trop naïf, tandis que François Bayrou estime, je cite, qu'une fois de plus, les dégâts sont considérables et dévastateurs pour le monde politique. Enfin, Jean-Pierre Raffarin fait du Raffarin, il tweete un laconique renversant. Et au PS, Caroline, c'est le tremblement de terre également sur le net. Oui, les parlementaires socialistes sont sonnés, abasourdis. Le député Yann Galli se dit extrêmement choqué. Son collègue Nicolas Baïs va plus loin, il tweete « Je ne pourrais pardonner à Jérôme Cahuzac d'avoir menti devant la représentation nationale. Pour le reste, la justice fera son travail ». Alors la journaliste du Point, Charlotte Chaffanjon, fait la synthèse en quelque sorte des réactions. Elle écrit Top 3 des phrases PS du jour. 1, je suis sidéré. 2, je suis atterré. 3, je suis choqué. Et bonus, les bras m'en tombent. Alors, silence radio, en revanche, vous l'avez remarqué, du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Il faudra peut-être attendre demain. D'autres sont quand même essayés à l'humour, comme Marie Douins, la responsable presse de François Rebsamen, qui tweet, je cite, « Si Cahuzac avait fait ses aveux hier, on aurait cru à un poisson d'avril ». Le rédacteur en chef du site du Lab, lui, ironise sur le nouveau responsable communication de Matignon, qui vient juste de prendre ses fonctions. Il écrit « Imagine, tu es Jérôme Batou. Imagine demain, pour ta première journée de taf, tu gères la com du gouvernement sur Cahuzac.
imagine. Et évidemment, Sonia, les internautes ont ressorti les vidéos des précédentes déclarations de Jérôme Cahuzac. Ils reprennent à l'envi les tweets d'il y a quelques semaines et notamment quand il menaçait d'attaquer les tweetos en diffamation. Il écrivait « Je poursuivrai tous ceux qui reprendront cette calomnie gravement diffamatoire et qui porte atteinte à mon honneur, y compris ici ». Jérôme Cahuzac, d'ailleurs, n'a pas changé son profil de son compte Twitter. Il est toujours ministre du budget sur le réseau social. Une fonction assurément virtuelle désormais. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Caroline Deschamps, pour toutes ces informations. Et justement, vous venez de le dire à maintes reprises, Jérôme Cahuzac a affirmé sur les réseaux sociaux, devant l'Assemblée nationale et même les yeux dans les yeux au président, ne jamais avoir détenu de compte en Suisse. Au retour sur 4 mois de mensonges. Mes accusateurs devront prouver que leurs allégations sont fondées, ils auront du mal. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation. J'ai démenti, je continue à démentir, à nier que ces accusations aient le moindre accent de sincérité, de vérité, de réalité. J'ai nié en bloc, je comprends qu'il faut nier en détail, je nie en bloc et en détail. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Je n'ai pas et n'ai jamais eu le compte qu'on m'accuse d'avoir détenu. Retour sur le plateau du 22h pour cette édition spéciale avec nos invités. Je vous les présente avec plaisir. Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Président de CAP et professeur à Sciences Po. Avec nous également François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Notre chroniqueur nous accompagne, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Philippe Gouliot, bonsoir Philippe. Bonsoir chef Sonia. Du service politique du Figaro. Alors messieurs, 4 mois de mensonges, 4 mois de démentis, c'est une affaire acadabra. Abracadabrantes. J'ai failli y arriver. C'est le cas. C'est le cas, oui, absolument. C'est vrai que ça a commencé très fort avec cette déclaration devant la représentation nationale à l'Assemblée où Jérôme Cahuzac affirme avec beaucoup de force de conviction, il faut bien le reconnaître, qu'il n'a jamais eu de compte à l'étranger. Et là, évidemment, on a presque envie de le croire, et on le croit d'ailleurs, et la droite le croit, et la droite à cette époque-là ne l'attaque pas ou presque pas, il y a quelques petites phrases mais très peu, il n'y a pratiquement pas de questions, c'est pratiquement la seule, celle qui est posée ce jour-là, on est effectivement le 5 décembre si ma mémoire est bonne, et depuis la droite l'épargnait. Et voilà, au fur et à mesure des révélations, on découvre finalement aujourd'hui qu'il avait depuis 20 ans un compte. Donc, François Dorcival, ce qui choque aussi, ce qui va choquer, c'est le ministre Père Larigueur. C'est ce chasseur de fraude fiscale, celui qui demandait quelque part du sang et des larmes qui est pris, entre guillemets, ce soir. La circonstance est-elle aggravante, la situation paroxystique? C'est la schizophrénie. Oui, la situation est aggravante par la responsabilité du ministre. Et quand Philippe Gouliot dit qu'il a menti devant l'Assemblée nationale, c'est vrai. Mais c'est dans les yeux, et à plusieurs reprises, les yeux dans les yeux, qu'il a également dit au président de la République « Je n'ai aucun compte ». Donc tout ce mensonge est politiquement terrifiant parce que il s'inscrit en effet dans une atmosphère de mensonge. Et ça, on ne peut pas faire plus mauvais pour un exécutif que celui-là. Parce que aujourd'hui, tout le monde est soupçonné. Même si le Premier ministre, ce soir, à la télévision, le président de la République, dans son communiqué, etc., tous disent « mais c'est à nous qu'il a menti, c'est nous qu'il a trahi », même en le disant, ils ne sont pas forcément crus par l'opinion parce que l'atmosphère du mensonge est là. Stéphane Rosès, c'est un coup dur, un coup de massue, un coup de tonnerre pour un gouvernement qui tentait de reprendre la main. Comment l'exécutif peut-il gérer cette déflagration et ses conséquences? C'est une bombe à fragmentation. Plus la justice va continuer à enquêter, plus il peut y avoir d'autres révélations. Comment gérer ce feuilleton? Je suis d'accord avec François Dorcival. Je redoute que cette affaire, qui est calamiteuse, soit une affaire qui rejaillit sur l'ensemble de la classe politique. C'est presque ça le pire. Parce que finalement, sur le fond, il s'agit du mensonge d'un homme et le gouvernement a été assez rapide dès qu'il y a eu mise en cause et il a quitté le gouvernement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse
rentrer dans quelconque débat sur est-ce qu'il y a des gens plus honnêtes à droite qu'à gauche. C'est pas le sujet. Le politique, on les juge sur la pratique. Le respect de l'indépendance des magistrats, le respect de l'indépendance des journalistes et ce que font les uns les autres. Mais effectivement, François d'Orcival a raison. Nous sommes, depuis le milieu des années 90, dans une représentation de l'opinion qu'il y aurait d'un côté le peuple et de l'autre les élites qui se respecteraient, les élites, pas qui se respecteraient, hein, qui dîneraient ensemble et tout. La seule garantie, c'est de laisser faire effectivement les différentes institutions, la presse, messieurs, vous la représentez, les politologues, les experts, nous la représentons également, et puis le travail de la justice. Je dirais là, ce qui est sidérant, c'est un peu comme dans l'affaire DSK, je dirais. Hein. Il y a beaucoup de similarités, c'est-à-dire c'est qu'à ce point l'hubris du pouvoir, le sentiment d'infaillibilité fasse qu'on a un rapport bizarre au réel dans ce genre de situation. On ne laisse pas des communicants faire. Il y a un avocat qui demande à M. Cahuzac droit dans les yeux, mais tu as un compte ou pas ? Et qui peut croire, qui est assez naïf dans la période actuelle où tout se sait, pour penser qu'on puisse encore mentir ou laisser. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est quel est ce milieu politique, quel est ce milieu politique qui fasse cette stratégie du déni jusqu'au bout. On puisse penser encore qu'on puisse mentir à la justice et aux médias. Mentir, et s'ils ont cru, c'est qu'il y a un problème dans la connaissance même des mécanismes. Parce que, d'abord, c'est une affaire qui traîne depuis 2008. Depuis 2008, il y a des bruits qui courent, même dans la presse locale. Un agent du fisc dit que M. Cahuzac, ceci, cela, etc. Comment se fait-il que, quand même, il est normal de faire confiance à son ministre, mais il est normal aussi de douter, de s'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Mais enfin, bon, passons là-dessus. Quand l'affaire éclate, bon, M. Cahuzac dit non, non, je jure, mes grands dieux, que je n'ai pas de compte, etc. Puis ça monte. Et en février, M. Moscovici, le ministère des Finances, demande à la banque UBS si M. Cahuzac a eu un compte. Au gouvernement suisse, non? Non, pas au gouvernement suisse. Pas aux autorités indépendantes suisses. Directement à la banque UBS. Non, c'est pas au gouvernement. Pas au gouvernement et pas surtout à la Banque centrale suisse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il fallait demander, mais toute personne qui connaît les procédures, il fallait ne demander ni à la banque ni au gouvernement, qui ne sont pas véritablement indépendants. Le gouvernement est lié par des relations diplomatiques, la banque a des problèmes particuliers. La Banque centrale suisse, à la Banque centrale suisse, voulez-vous, s'il vous plaît, regarder si M. Cahuzac, et elle est obligée. Là, il y aurait une réponse claire et nette, oui, non. Alors que la banque, elle, ne pouvait pas. Et d'ailleurs, M. Moscovici dit, j'ai reçu un communiqué de la banque comme quoi il n'y a pas. Le communiqué, personne ne le voit. C'est une déclaration, on nous dit ça. Et Mediapart réagit tout de suite à l'époque pour dire ne tenez pas compte de ce communiqué. Je termine en disant simplement, il y a un problème, soit le fait qu'on veut sauver son ami, soit le fait qu'on ne connaît pas les procédures normales dans ce genre d'affaires. François. Ce qui est très important dans ce que vous dit Jean-Louis Gambeau, c'est que cet événement se situe au mois de février. L'enquête préliminaire a été lancée par le parquet, sur conseil de qui? Au mois de janvier. Et l'information judiciaire est ouverte le 18 mars. Bien. Tout ce qui vient d'être dit par nous, comme par vos interlocuteurs précédents, signifie qu'on n'échappera pas à une commission d'enquête parlementaire, précisément pour replacer ces événements judiciaires et politiques dans une chronologie pour faire apparaître la responsabilité ou l'information de chacun des acteurs. Imaginez que Pierre Moscovici ait suscité cette enquête pour tel ou tel motif. Naturellement, on va le lui demander. Et le président de la République, je pensais et qu'à le Premier Bercy, ministre. il y avait des enquêteurs, une cellule qui enquête à l'arrivée de chaque entrant sur le dossier judiciaire, sur le dossier fiscal. Ça existe, Philippe Gouliot? Est-ce que cette cellule n'a pas failli? Si ça existe, je sais que ça devrait quelque part de tout ce système? L'enquête, si on la demande. Si on la demande. Mais beaucoup de gens au PS commencent à dire aujourd'hui qu'il y a peut-être eu un péché de naïveté et que, au fond, ils auraient dû faire tourner les services de renseignement pour savoir si, oui ou non,
un ministre, le ministre du budget est quand même particulièrement exposé. Est-ce qu'il avait effectivement quelque chose à se reprocher? Voilà, c'est vrai qu'il y avait eu des petits signes qui... Enfin, on voyait bien que Jérôme Cahuzac, je ne veux pas l'enterrer évidemment, c'est pas... Mais on sentait... Non, mais je veux dire... Mais on voyait bien qu'il sentait le soufre quand même, Jérôme Cahuzac. Et donc ils auraient dû être plus vigilants certainement. Est-ce qu'ils ont voulu le protéger ou est-ce que tout simplement ils y ont cru de bonne foi? Moi je pense qu'ils n'ont pas été pris au piège des propres promesses. François Hollande s'est fait le héros d'une République irréprochable, exemplaire. C'était compliqué de faire sortir ce ministre tout de suite. Non, mais il ne fallait pas le faire entrer à ce moment-là. Ils auraient dû être plus vigilants à l'entrée. Oui, non, mais le mot République exemplaire, République irréprochable est tellement important depuis l'installation de François Hollande à l'Élysée que François Hollande lui-même, au fond, il était porté à croire ce qu'on lui disait. C'est normal. Et quand il dit à Jérôme Cahuzac, bon, il peut y avoir des ennuis là. Si tu estimes qu'il y a vraiment tu démissionnes, c'est fini, tout rentre dans l'ordre. Et l'autre, lui aussi, est engagé dans sa spirale. Il l'explique d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, il dément encore il est enfermé les yeux dans sa logique il est enfermé. à lui. Chacun est enfermé dans sa propre logique. Oui, mais le retour du boomerang, Stéphane Rosès, est-ce qu'il risque d'être redoutable pour le gouvernement? On entend la droite, on entend cette musique lancinante d'une crise politique. Est-ce que, du moins, François Hollande et son gouvernement sont fragilisés ce soir, affaiblis, alors qu'ils tentaient de reprendre la main politiquement? Je pense que, de toute façon, les problèmes politiques et d'opinion préexistaient à l'affaire Cahuzac, et quand même sur l'affaire Cahuzac, on est sur un sujet de nature différente. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il y avait, je pense, bonne foi de la part des gouvernants pour les raisons que vous avez expliquées. Donc on est obligé de juger sur des faits. J'ai entendu Edwy Plenel dire, mais enfin, les faits, ils étaient là. Il suffisait de regarder Mediapart. Mais en même temps, du point de vue des institutions, c'est la justice qui fait son travail, qui doit faire son travail. Le rythme politique à respecter. C'est Bercy qui doit faire son travail. Donc on ne peut juger que sur les faits, et nous, analystes, nous sommes obligés de ramener les choses sur les faits. Donc pour l'instant, pour l'heure, l'attitude que l'on comprend avoir été l'attitude du gouvernement pour l'heure semble être une attitude qui, au fur et à mesure où les choses se découvraient, il y a eu réaction rapide, les juges ont travaillé librement, les médias ont fait leur travail, il n'y a pas eu pression sur qui que ce soit, on ne peut qu'en rester là. Maintenant, sur les effets de l'affaire... Peut-être même se féliciter de ce fonctionnement, d'ailleurs, et de très certains certainement, médias la et de la liberté, justice. absolument. Ensuite, les effets de ça, moi je redoute que ça soit un effet, pour les raisons qui ont été indiquées, un effet sur décidément que ça soit la gauche ou la droite. Bon, or je pense qu'il faut distinguer la question des hommes et des institutions. C'est pas la même chose. Il faut distinguer la question des hommes et des institutions. Tout le monde est éclaboussé, c'est vraiment le principal de ce qui a été dit ce soir. Mais il va y avoir un problème avec le président de la République et le Premier ministre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on reproche de manière peut-être injuste au président? C'est justement un manque de force, un manque de conviction, d'autorité. C'est ça qui lui est généralement reproché. Et là, évidemment, je vois la droite, ou en tout cas un ensemble de choses qui vont se dire, et vraiment là, il prouve que ce qu'on dit sur ce manque d'autorité est réel. Donc, il n'est pas éclaboussé, bien entendu, mais ça renforce les critiques à son égard. Alors, on va continuer, à parler de ces aveux de cette affaire ce soir. On va écouter de nouveau ce soir le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui insiste sur le fait qu'il ne savait rien et il parle de l'indépendance de la justice. On l'écoute. Je tiens à vous dire que je ne savais rien car nous n'avions aucun élément qui pouvait prouver le contraire. Bien sûr qu'à certains moments, on peut avoir des doutes, des interrogations. J'en ai eu à certains moments. Mais vous avez été rassuré par Jérôme Cahuzac. Je n'avais aucune autre preuve pour prouver le contraire. Mais je vais vous dire, la seule garantie qui puisse exister, au-delà de la parole qui n'a pas été respectée, la parole de Jérôme Cahuzac, qui est de ce point de vue une très grave faute morale, je le répète, c'est la justice qui peut faire éclater la vérité.
Et avec François Dorcival, Philippe Gouliot et Stéphane Rosès, j'accueille avec plaisir Pascal Froissart. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue des médias, auteur de La Rumeur, Histoire et Fantasme. Je voulais avoir votre avis sur cette stratégie du déni que l'on a vue durant ces derniers mois. Est-ce qu'une stratégie d'explication aurait pu dégonfler l'affaire bien en amont ? Selon vous? Pour le moment, le problème, c'est qu'on ne sait pas encore toute la vérité. Il faudra effectivement attendre que les instances judiciaires statuent. Mais une chose est certaine, c'est que les quelques bribes de vérité que l'on a nous laissent à penser, disons, que l'affaire remonte de très loin. Et que, par conséquent, on peut aussi imaginer qu'il y a eu une sorte d'enlisement progressif depuis le début. Si le fameux compte en Suisse a été créé au tout début de la carrière du ministre, eh bien, dès qu'il est entré dans la vie publique, il était quasiment impossible pour lui de supprimer ce compte bancaire parce que c'était sinon une sorte de suicide politique immédiat. Donc on peut peut-être imaginer que petit à petit, sa carrière politique a avancé, il n'a pas pu faire retraite et il a dû donc s'enfermer dans cette espèce de mensonge et finalement aller dans une stratégie du déni absolu qu'il a laissé dans une solitude absolue. Et en même temps, quand vous regardez l'espace de temps, encore une fois, 18 mars, ouverture de l'information judiciaire. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril et vous constatez la rapidité de la découverte de la réalité, de la vérité. La rapidité. Pourquoi? Parce que c'est un aveu aussi. Non, c'est un aveu qui est naturellement provoqué. L'aveu, il n'est pas provoqué par... Ah non, bien sûr. Tout simplement parce qu'il y a... Mais qui lui a conseillé parce que lui-même avait des informations. Il y a entraide judiciaire entre les enquêteurs genevois et les enquêteurs français à cause de l'ouverture de l'information judiciaire. Est-ce qu'il y a eu aussi un bras de fer entre la parole politique à un moment et l'enquête journalistique, selon vous? Oui, les deux temps sont évidemment différents. Pour les médias, il faut que tout aille vite. Pour la justice, ça va beaucoup plus lentement. On peut effectivement remarquer néanmoins que la justice a été assez diligente, comme on pourrait dire. Mais la preuve en est qu'aujourd'hui, on est là tout énervé, à en discuter, et à en faire une rumeur, à en faire une espèce d'embrasement médiatique. Là, on parle des faits, moins de rumeurs ce soir. Mais on lui donne de l'importance et peut-être que... Qu'elle n'en a pas, selon vous? Peut-être que dans une semaine, dans 2 semaines ou dans un an... ce sera un épiphénomène dans une c'est une bonne question. Est-ce que élection, selon vous c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on n'a jamais, dans vos carrières respectives qui sont longues, avec beaucoup d'expérience, est-ce que vous avez déjà vu une affaire comme celle-ci, qui finalement où la vérité éclate assez rapidement? Non, pas une affaire comme celle-ci, non. Je pense quand même que un ministre qui ment, c'est pas une exclusivité, bien sûr. Des ministres qui démissionnent, des ministres qui ont été pris dans des affaires politico-financières, hélas, il y en a eu beaucoup. Mais l'espèce de dramaturgie là est quand même très particulière entre le moment où on le voit dans ce théâtre qu'est l'hémicycle de l'Assemblée solennellement dire je n'ai pas eu de compte et cette déclaration où il demande pardon avec aussi un côté assez théâtral et presque touchant d'une certaine manière, et où ce pardon lui est refusé. Non, je trouve qu'on a rarement vu ça, sauf peut-être DSK, mais c'était d'autres motifs et c'était un autre personnage. On n'en a pas fini. Non, je crois pas que mais c'est pas l'exemple. Je ne crois pas que ça soit DSK parce que la question c'est le rapport à la réalité. Le seul point en commun c'est les entourages. Je crois qu'on n'a jamais vu à ce point un ministre changer de registre, c'est-à-dire devant le président de la République, le Premier ministre, la représentation nationale, dire avec aplomb et une image d'austérité et de rigueur qui fait que spontanément on est amené évidemment à le croire parce qu'on est de bonne foi, changer de registre, c'est-à-dire non et tout d'un coup oui. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Et je dirais, heureusement pour le gouvernement et le président de la République, très vite, quand il y a un sujet, il quitte le gouvernement. Sinon, c'est clair, la majorité n'aurait pas pu s'en remettre. Ça a été dit. Pourquoi? Parce que sa responsabilité, c'était d'être au budget. C'est-à-dire de dire que tout le pays devait être rigoureux. Et là, la symbolique est terrible. Une dernière question en guise de conclusion collégiale. Pour vous, en un mot, la leçon de cette affaire, en un mot. La dureté de François Hollande, on a dit tout à l'heure qu'il n'avait peut-être pas tranché. Oui, il a été ferme et dur. Dur comme un galet.
la bombe à fragmentation que représente le mensonge. Pascal Froissart. La présence des réseaux sociaux, le fait que Jérôme Cahuzac soit tout de suite intervenu sur son blog avant même l'AFP, c'est une Des nouveauté. aveux 2.0. Et pour terminer, Stéphane Rosès. C'est le couple magistrature-opinion qui renforce, je dirais, le regard sur le politique et l'étonnement que le politique n'ait pas pris. En l'occurrence, M. Cahuzac n'ait pas pris ça en compte. Merci avec son messieurs, entourage. merci d'avoir été nos invités, merci pour votre analyse à chaud, comme on dit sur ces aveux, cette affaire. C'est la fin de cette édition spéciale, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain avec plaisir. La ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir, Madame la ministre, et merci d'être avec nous. 2 dossiers polémiques vous occupent. Le mariage gay, bien sûr, qui arrive au Sénat dans quelques jours. Débat jeudi. Et puis, bien sûr, la refonte, la révolution des allocations familiales, puisque les familles aisées toucheront moins. Pour aborder ces 2 sujets qui appellent, on espère, des précisions de votre part. Isabelle Tourné de l'agence France Presse, notre partenaire, nous rejoindra dans un instant. Ce sera ensuite Perrine Tarnaud de Public Sénat. Et bien pour parler de vous, mieux faire connaissance. Et puis notre autre partenaire, comme chaque semaine, est Dailymotion. Mais d'abord, bien sûr, Madame Bertinotti, l'affaire Cahuzac qui a rebondi de manière spectaculaire, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Votre ancien collègue chargé du budget a reconnu avoir eu un compte à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Votre réaction? Écoutez, je viens de prendre connaissance du texte que Jérôme Cahuzac a adressé. Bon, j'ai pas envie d'avoir une réaction là. Je pense qu'il faut que la justice fasse son travail. Il faut quand même nous dire ce que vous en pensez, comment vous réagissez. Peut-être de l'étonnement, de la surprise. Est-ce que vous vous estimez trahi par son mensonge? Je n'aime pas utiliser ces grands mots. Je trouve à la fois sa démarche certainement très sincère dans ce qu'il exprime en termes de remords. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas été auparavant. Il y a eu une série de dénégations dans les médias, mais pas seulement, vous le savez, les yeux dans les yeux, face au chef de l'État et devant le Parlement. C'est une affaire entre lui et lui. Voilà, et je pense que les conséquences politiques en ont été tirées lorsqu'il a présenté sa démission. La justice fait son travail, il aura l'occasion aussi de s'exprimer devant la justice, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller au-delà. Je pense que oui, j'ai lu cela avec une certaine stupéfaction. D'aucuns évoquent un mensonge d'État. Vous savez, dans ce genre d'affaires, moi je me garde des mots excessifs. Il y a une affaire de conscience humaine. Voilà, je prends acte. Je sais ce que cela signifie. Mais je déteste, je n'ai jamais fait partie de ceux ou de celles qui contribuent à louer un homme ou au contraire à l'accabler. Donc je ne vois pas pourquoi je changerais de comportement en la matière. Alors, je lis cela avec beaucoup de gravité. Il y a des interrogations qui fusent, à droite comme à gauche, à l'UMP comme par exemple avec Jean-Luc Mélenchon, qui s'interroge d'ailleurs où s'arrête selon lui, où s'arrête le mensonge. Et à l'UMP, certains se demandent si le président de la République et le Premier ministre ont pu être au courant auparavant de ce terrible mensonge. Écoutez, je n'ai absolument aucune information et je pense que c'est aux principaux intéressés de pouvoir éventuellement, s'ils le souhaitent, apporter des réponses ou des commentaires sur ce nouvel épisode. Est-ce que vous redoutez, comme François Bayrou par exemple, des effets dévastateurs pour l'ensemble du monde politique? Ah mais je pense qu'il n'est jamais bon. Quel
quels que soient les rangs politiques, hein, car voilà, les affaires ne sont jamais à mettre à l'honneur de la démocratie. Nous savons combien la confiance des Français à l'égard des politiques est quelque chose de très précaire et de fragile. Évidemment, ce genre d'affaires ne va pas dans le sens d'un renforcement de la confiance de nos concitoyens. Mais je n'irai pas non plus dans la stigmatisation de tout le monde politique. Il y a énormément d'élus qui font leur travail de façon exemplaire. Donc, comme je n'irai pas dans la stigmatisation des médecins ou de n'importe quelle catégorie professionnelle. D'accord. Alors, François Hollande avait pris une décision assez rapide, avant même la mise en examen qui vient d'intervenir seulement de M. Cahuzac. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit aller plus loin? Et par exemple, ce n'est plus la responsabilité du chef de l'État, mais de son parti. Est-ce qu'il doit être exclu, Jérôme Cahuzac, du Parti socialiste? Écoutez, je pense que... C'est une question. Oui, c'est une question. Alors, vous répondez quoi à cette question? Je ne sais pas. Je pense que là, pour le coup, l'affaire est d'une autre dimension et je ne crois pas que ce soit la priorité des priorités de savoir si Jérôme Cahuzac doit être... Non, mais si je vous pose la question, vous considérez qu'il serait légitime qu'il ne soit plus, qu'il n'ait plus dans son portefeuille la carte du PS? Vous êtes tout à fait légitime à me poser cette question, mais je suis tout à fait légitime à trouver que cette question, en tout cas ce soir, n'a pas lieu d'être, que ce n'est pas la priorité des priorités. Je vous pose encore une question sur le sujet, hein, c'est embarrassant, mais est-ce que vous imaginez Jérôme Cahuzac revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale comme ancien ministre? Enfin, écoutez, nous n'en sommes pas là. Il faut que la justice, d'abord, passe, qu'elle se prononce. Il sera toujours temps de voir en fonction de ce que sera le verdict de la justice, de voir ensuite ce que peut être l'avenir de Jérôme Cahuzac, enfin. Est-ce que vous redoutez un effet délétère sur le gouvernement de cette affaire Cahuzac et de ses développements aujourd'hui? Je ne crois pas que ce soit un effet délétère. Je ne pense pas. Je le dis très, très clairement. Nous avons eu peut-être voilà, un premier moment qui a été au moment de la démission de Jérôme Cahuzac. Je pense que cette démission a, d'une certaine façon, tourner une page pour le gouvernement et que nous sommes, nous, en tant que membres du gouvernement, dans une autre page. Voilà, c'est quelque chose maintenant qui appartient à Jérôme Cahuzac avec des rebondissements, mais je ne crois pas que cela ait d'incidence sur le gouvernement. Alors le gouvernement reste secoué, bien sûr, les attaques sont très très fortes. Un journal, même le Figaro ce matin, appelait à un remaniement pour donner un nouveau souffle à l'équipe. Est-ce que vous en manquez ? Écoutez, d'abord, moi, je voudrais dire qu'il n'est pas un jour où le Figaro ne stigmatise l'action du gouvernement. Nous sommes dans l'action. Ils sont dans leur rôle légitime d'opposants, et je le comprends tout à fait. Maintenant, ils pourraient être dans un rôle d'opposant plus constructeur ou constructive. Et je trouve que la façon dont il se comporte depuis le début, je le vois, moi je n'étais pas parlementaire auparavant, donc je découvre ce que sont par exemple les questions d'actualité le mardi et le mercredi, et je trouve une droite qui a du mal à accepter le verdict des urnes, qui a du mal à trouver légitime que la gauche soit au pouvoir. Et elle est au pouvoir pour 5 ans. Elle est au pouvoir pour 5 ans. Les députés ont été élus pour 5 ans. Il n'y aura pas de crise de régime comme le laisse entendre François Fillon ou Henri Guénaud. Mais bien sûr que non. Je trouve très fort, je tiens à le dire, qu'on puisse parler de crise de régime venant de rangs qui n'ont cessé pendant les 5 années précédentes de diviser la société française, de pointer tel groupe contre tel groupe. Vous savez, vous vous souvenez, il y avait ceux qui se levaient tôt contre ceux qui se levaient tard. Il y avait les chômeurs contre les actifs. Il y avait les assistés contre les non-assistés. Attention, certains des mêmes vous font ce reproche aujourd'hui. On va en parler dans un instant. D'ailleurs, ça rejoint les dossiers de votre ministère. Oui, mais je pense que véritablement, ce qui a changé pour le coup, et que ce sur quoi tout le monde peut se mettre d'accord, c'est que nous avons rétabli les conditions d'un véritable dialogue. Dialogue avec les syndicats, dialogue avec les associations, dialogue avec les citoyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir le regard que l'on veut sur les réformes et la politique qui est décidée. Mais au moins, nous sommes dans cette démarche d'associer l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur responsabilité, à l'élaboration et à la co-construction de cette politique. Je vous parlais d'un remaniement éventuel. On sait que
votre amie Ségolène Royal frappe à la porte. Vous pensez qu'elle aurait sa place et qu'elle manque au gouvernement aujourd'hui? Oui, je pense que ce n'est pas des affaires de personnes. Je pense qu'à un moment donné, un remaniement est une chose suffisamment importante et sérieuse pour que ça ait un sens politique. Et donc, voilà, ça appartient au président de la République. S'il estime qu'il n'y a pas cette nécessité, et le jour où il décidera qu'il y a une nécessité, cela lui appartient. C'est pas sous les vociférations de certains à droite que on entend certains qui voudraient la dissolution de l'Assemblée nationale, d'autres qui voudraient un remaniement. C'est beaucoup d'agitation. Moi, je préférais entendre des idées très constructives. Nous avons besoin de sortir de la crise, nous avons besoin de l'effort de tous, et le redressement se fera avec tous. Alors, vous l'avez rappelé il y a un instant, vous avez découvert l'Assemblée nationale, notamment la séance des questions d'actualité comme ministre. Auparavant, vous étiez maire du 4e arrondissement de la capitale. À un an des municipales, est-ce que vous êtes inquiète pour la succession de Bertrand Delanoë? Non, je ne suis pas du tout inquiète. D'abord parce que je sais que Anne Hidalgo saura porter aussi le bilan de 2 mandatures de Bertrand Delanoë, que des éléments comme la moralisation de la vie politique parisienne, comme le développement des logements sociaux ou le développement des places en crèche seront à mettre au crédit de cette municipalité, qu'il y a encore des perspectives d'avenir pour cette ville et qu'elle saura les porter. L'écologiste Jean-Vincent Placé, lui, il se dit extrêmement inquiet. Hein, il estime que la campagne d'Anne Hidalgo manque de dynamique. Nous sommes à 1 an des élections municipales. Nous sommes à 1 an des élections municipales. Donc, et les deux candidats sont à 50-50 pratiquement. Nous sommes au début. J'attends de voir. Je crois que ce sera projet contre projet. Est-ce que vous avez entendu une proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet? Moi, je n'en ai pas entendu. Mais son profil, on peut déjà le juger. Et on dit qu'elle a le bon profil sociologique, un peu bobo-compatible. Vous savez, moi je respecte vraiment la diversité de l'électorat parisien. Il n'est pas que, comment vous dites, bobo, écologie, compatible. Oui. Je veux dire, il y a aussi des hommes et des femmes qui appartiennent à toute classe sociale à Paris et qui voteront. Alors, pour revenir d'un mot sur l'affaire Cahuzac, sachez que les mots employés par François Hollande sont ceux-ci. Il dénonce une faute morale impardonnable. C'est un petit peu ce que vous nous disiez avec une certaine gêne au début de cette émission, évidemment, pour on ne peut pas se satisfaire. Un homme on ne peut pas se satisfaire de ce type de situation. En plein désarroi après sa faute et son mensonge. Merci. On va maintenant aborder en détail les 2 sujets de votre ministère qui font polémique, je le disais tout à l'heure, le mariage gay donc, et puis les allocations familiales avec Isabelle Tourné de l'agence France Presse. Mais on va d'abord voir comment s'annonce le débat au Sénat sur le mariage pour tous. Ce sera donc jeudi. Moins d'invectives apparemment, mais les opposants... Moins d'amendements aussi. Moins d'amendements, mais attention, vous allez le voir, les opposants ne désarment pas. Mathilde Bélanger. Un peu moins de 200 amendements déposés par l'UMP au Sénat, on est bien loin des quelques 5000 débattus en janvier à l'Assemblée nationale. Cette fois, pas de doublons artificiels ni de propositions farfelues, l'UMP veut un débat serein. Nous voulons apparaître comme particulièrement sérieux et étayés dans nos discussions. Et donc démontrer qu'en réalité, le travail a été insuffisamment préparé et que de trop nombreux points restent dans l'ombre, notamment ce qui concerne l'adoption. C'est un débat qui sera valorisant pour le Sénat, parce qu'il faut penser à ça aussi. Je pense que les insultes, les horions, tout ça, ça ne grandit pas l'image des assemblées. Des 2 côtés, chacun fait ses comptes. Au Sénat, la majorité dispose de 6 voix d'avance sur l'opposition. Mais à droite comme à gauche, des voix dissidentes se font entendre. 4 sénateurs UMP ont annoncé qu'ils voteront pour. D'autres, comme Roger Carucci, ont prévu de s'abstenir. À l'UDI, Chantal Jouanneau fait également partie des partisans du texte. On n'est pas nombreux à droite à être clairement pour le texte. Beaucoup vont s'abstenir. Beaucoup, y compris de mes collègues, vont s'abstenir parce qu'ils sont, comme je vous le disais, pour le mariage, mais pas pour l'adoption plénière, enfin pas pour le futur texte PMA-GPA. Donc ils vont s'abstenir. Donc, plutôt minoritaire, mais je pense vraiment qu'il passera. J'ai pas tellement de doutes sur le sujet. À gauche, l'interrogation porte surtout sur les sénateurs de l'Outre-mer. Plusieurs d'entre eux pourraient s'abstenir, voire voter contre, car leurs électeurs sont en majorité hostiles au projet. Même si les pro-mariages sont confiants, le vote s'annonce plus serré qu'à l'Assemblée.
Il y a toujours un suspense, à mon avis. Sur un texte comme ça, il y a toujours un suspense. Parce que sur les textes disons, de société, entre guillemets, au dernier moment, tel ou tel sénateur, d'un côté comme de l'autre de l'hémicycle, peut dire « Ah ben non, moi en conscience je suis pour, mais moi en conscience je suis contre, je ne peux pas vous suivre, etc. » Comme on l'avait vu un peu pour la peine de mort ou pour l'avortement, par exemple. Le débat s'ouvre jeudi et devrait durer une dizaine de jours au maximum, puis le texte reviendra à l'Assemblée pour une deuxième lecture. L'opposition, elle, a déjà prévu la suite, elle saisira le Conseil constitutionnel. Voilà, donc, et avec nous, Isabelle Tourné de l'agence France Presse. Bonsoir. Vos questions à la ministre de la Famille. Alors, d'abord sur le mariage gay, et on parlera des allocs ensuite. Alors le texte arrive jeudi au Sénat et ses opposants espèrent qu'il sera mis en échec. Est-ce que vous craignez un tel coup de théâtre, un rejet du texte? Écoutez, très honnêtement, non. Je pense qu'il y aura un débat parce qu'il y a des opposants à ce texte, mais voilà, nous avons été auditionnés par les sénateurs, voilà, Christiane Taubira et moi-même, et j'ai senti quand même un esprit de dialogue. Et je reste confiante sur le vote des sénateurs et sénatrices. Combien de voix de majorité vous donnez sur le texte? Je ne sais pas, mais vous avez entendu, il va y avoir sur les rangs de la droite des sénateurs ou sénatrices qui vont soit voter pour, soit s'abstenir. Et c'est assez